Ah, bonjour, on vous attendait. Bienvenue dans Éclat d'XP, notre podcast de discussion jeux vidéo. Moi, c'est Antoine. Et moi, c'est Adri. Aujourd'hui, on voulait vous parler des jeux difficiles. Je précise quand même que le titre est un peu trompeur. Si vous regardez bien le titre, vous verrez que difficile est entre de magnifiques guillemets. Tout simplement parce que aujourd'hui, on n'a pas envie de vous parler de difficulté en termes de gameplay et de skill, tout ce qu'on va attribuer à de l'adresse ou de la performance. Mais on veut vous parler des jeux difficiles en termes d'implication émotionnelle du gamer, mais aussi de la gameuse. Ce qu'on entend par implication émotionnelle ici, ça va être tout ce qui va être décision, des choix, tout ce qui va avoir des conséquences en fait dans nos actes pendant qu'on joue, tout simplement. Alors je tiens à mentionner pour donner quand même un petit élément de contexte, c'est que bon, vous le savez, le domaine du jeu vidéo, c'est issu d'un domaine qui est assez scientifique, où on parle d'ingénierie, d'innovation, etc. Donc, en d'autres termes, c'est un milieu essentiellement masculin. Surtout à ses débuts. Toute la création des premiers jeux était essentiellement masculin, malheureusement, à l'époque. Et donc masculin ancré dans ce côté de performance. Et que c'est resté encore beaucoup aujourd'hui dans comment faire les jeux, etc. Oui, oui, c'est exactement ça. Les jeux ont encore ce côté très masculin, entre grosses guillemets, de la performance, je fais le truc en hardcore, de cet élitisme aussi, parce que le début du jeu vidéo, la naissance du jeu vidéo, c'est fait comme ça en Oui, fait. oui, c'est un média qui est très jeune. On se dirige vers des choses nouvelles et il y a de plus en plus de diversité dans les jeux, les supports qui sont proposés, quoi. Ici, le but, c'est pas de rentrer dans un débat stérile de la difficulté en termes de performance de jeu, mais on a pris la décision de traiter plutôt le côté émotionnel, donc l'implication du joueur, l'empathie qui est générée quand nous on joue en fait. Oui, en effet, les jeux sont pas en général juste difficiles parce que y a un gros boss avec plein de mécaniques à avoir pour arriver à aller à la suite, mais des fois c'est vraiment juste, vous lisez le texte, on vous propose un tout petit choix, vous avez juste appuyé sur un bouton, mais vous ne pouvez pas appuyer dessus parce que vous devez sacrifier un personnage, même que vous venez de rencontrer. Enfin, on vous met en face d'un choix avec juste deux possibilités et enfin, vous savez pas quoi faire, quoi. Ça a des conséquences en fait sur les personnages, l'univers, enfin il y a des répercussions à la... Sur les personnages qui sont certes fictifs, mais il y en a certains qui peuvent mourir, qui peuvent, je sais pas, perdre un proche, etc. Dans cette idée-là, je pensais surtout à un petit jeu indé que je n'ai pas fini, en partie à cause de ça. Ah bah tu vois. Et c'est Liza. C'est l'histoire d'un homme dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus que des hommes. Et il trouve un bébé qui est en fait une petite fille. Et donc il va décider de la cacher avec ses amis pour essayer de lui donner une vie à peu près normale, parce qu'il se doute bien que dans un monde comme ça, s'il trouve qu'il y a une nana, ça sera la Oui. merde. Donc déjà, t'as quand même ce côté un peu malsain. Tu sais pas trop non plus ce qui s'est passé, puis ça fait fin du monde, etc. Un jour, ce gars, il s'en va, je sais pas trop pourquoi, il a un passé tourmenté. Hein. Il s'en va, puis quand il revient, il retrouve tous ses potes blessés, je crois que quelques-uns morts. Et la petite fille a disparu. Il y a un mot comme quoi les gens ont appris son existence et veulent la récupérer pour la survie de l'humanité. Ce gars-là va la chercher. Et sur la route, tu tues des gens, des fois pour rien. Il y a des gens qui veulent te tuer aussi. Tu sauves un gars et puis genre, t'as même pas eu le temps d'apprendre à le connaître que 5 minutes après, on te dit fais une roulette russe et tu sors que s'il y en a un qui gagne 3 fois quoi. Et bah là, c'est du pur hasard en fait. Tu peux même pas... Tu dois choisir, bah lui peut-être que ça me gêne pas trop qu'il meure alors que t'es là en mode, enfin toutes les vies sauvages, je n'ai pas envie de faire ça. T'es obligé d'avoir cette interaction et à moins de relancer je sais que j'avais relancé genre 3-4 fois le jeu en me disant non, j'ai envie de tuer personne, moi j'ai envie d'essayer de tuer personne. Et il y a une fois où j'avais réussi à en perdre qu'un, et c'est terrible de dire ça, enfin moi ça me fait mal au cœur de dire n'en perdre qu'un seul. Ouais, ouais, ouais. Au point où ça t'a fait revoir ton expérience en chargeant le jeu, etc. Enfin, quand même. Voilà, ça m'a fait revoir mon expérience, et en plus, là où l'histoire veut te mener, tu vois déjà à peu près le délire. Tu vas devoir choisir si tu sacrifies cette jeune fille pour sauver l'humanité, ou si tu sacrifies l'humanité pour sauver cette jeune fille. Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, tout le long du jeu, tu avances, c'est jamais facile, t'as jamais de temps mort, t'as jamais de... Il y a toujours quelque chose, on te prend toujours quelque chose en fait. Tu dois toujours faire un choix horrible, lourd de conséquences. C'est toujours très dur, j'imagine. Toujours. Et j'avais lu une évaluation sur Steam, le gars disait ça, moi je suis sortie de ce jeu épuisée,
parce qu'à chaque fois je devais perdre quelque chose, etc. Je vous conseille quand même ce jeu, je le finirai certainement un jour, mais Pour l'anecdote, je t'ai vu le streamer sur Twitch et quand t'es un joueur ou une joueuse assez empathique, c'est le genre de jeu, typiquement moi je vais pas y passer 2 heures consécutives, tu vois. ouais. Bon après c'est une expérience assez polarisante, hein, voilà, c'est pas toujours des stimulus positifs, etc. Donc Voilà, c'est important aussi. ça peut vite être éreintant. Bah, je comprends du coup la review du joueur dont tu parlais juste avant. Moi, j'ai plein de jeux comme ça, en tout cas, j'ai plein d'expériences de jeux comme ça qui me viennent à l'esprit, où en fait, tu ressors de ces expériences vidées. Bon, après, c'est le but du média aussi, hein, de te faire Oui, bah ressentir. c'est le but de l'AISA, de te faire ressentir ça, que ce soit douloureux, et c'est très intéressant de pouvoir ressentir ces choses-là. C'est étonnant, c'est que tu aies pas fait de dissociation en jouant, tu sais, parce que justement, comme t'as l'interface, t'as tendance à moins avoir d'empathie avec les personnages. C'est moi, je suis de la génération Toy Story comme toi, mais moi Toy Story m'a beaucoup marqué, et donc j'ai tendance à même ce qui est virtuel à... À générer de l'empathie facilement. En fait, le personnage existe uniquement, alors il n'existe pas vraiment, il n'a pas de conscience, etc., mais il existe uniquement dans ce média en fait. C'est son monde à lui. Un peu perché, hein, désolé, mais... Et c'est vrai que ce jeu-là était difficile pour moi parce que je pense qu'on a tous eu un personnage fictif quand on l'a vu mourir, bah, que ce soit quelqu'un qu'on appréciait dans la série, dans le jeu ou autre, bah ça nous a fait vraiment mal, comme si on perdait quelqu'un. C'est difficile, enfin... Et au début, je pensais, enfin moi j'ai continué le jeu en me disant, bon, ça doit être moi qui suis trop empathique, qui a un côté un peu trop sensible, mais ça reste quand même pour ressentir des choses. Et j'avais trouvé ça difficile, et d'avoir lu cette évaluation, je m'étais dit, je ne suis pas la seule. C'est vrai que c'était plutôt difficile. Non, je comprends. Moi, ça me fait penser, bon là j'ai un jeu qui me vient directement en tête, Forgotten Anne. Est-ce que tu connais? Pas du tout. C'est un jeu qui est passé un peu inaperçu. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est l'esthétique du jeu. Enfin, la direction artistique est assez particulière. Tu joues le rôle de Anne, personnage, oui, évidemment que c'est un personnage. Une femme qui se retrouve dans un monde fantastique. Le style du jeu, en fait, c'est un point and click avec lequel tu as des énigmes et où tu dois interagir avec les personnages et te fait avancer en fait dans l'histoire. Anne a un caractère très dur et les personnages qu'elle rencontre sont toujours un peu bienveillants. Il y a une patte artistique qui fait penser vraiment au dessin Mm. animé. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est ce décalage en fait entre le fond et la forme. Le contenu était un peu sombre. Dès le début du jeu, tu as une expérience un petit peu particulière. En fait, il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison, Ah en oui, fait. ouf. Au secours. Toi, tu le vis comme une agression, le cambrioleur et tout. Et dès le début, pas vraiment de tutoriel ni rien, t'es plongé. Hop, tu dois prendre une décision. Tu vois cet objet inanimé qui prend vie. Comment ça? Alors oui, j'ai pas bien expliqué. Le personnage principal vit dans un monde qui rassemble tous les objets inanimés qui ont été perdus par les humains. D'accord. Les yokai. C'est un petit peu, je pense qu'il y a de l'inspiration derrière ça. D'accord. Tu entres dans cet univers en fait où tu vas avoir des lampes ou des paires de chaussettes comme ça qui se baladent avec une voix, etc. Et les objets prennent vie à partir du moment où ils rentrent dans ce monde en fait en transitant par le monde des vivants entre guillemets. C'est très particulier. Et il y a toute une esthétique un petit peu roman de science-fiction, avec une petite dimension steampunk. Enfin, moi, ça me fait penser à Neil Gaiman, ce genre d'auteur, pour les gens qui auront la référence. C'est vraiment très dense, c'est vraiment très sympa. Dès les premières minutes de gameplay, t'as une écharpe qui rentre dans ton appartement, donc toi, tu te fais réveiller avec des bruits un peu étranges. Là, tu descends, et tu dois prendre une décision. Est-ce que tu dois reporter cette personne? Parce qu'évidemment, ce serait pas drôle si on était dans une forme de dystopie, puis avec une dictature en place, etc. Je rentre pas plus dans les détails. Ça a l'air compliqué tout ça. Ça a l'air intéressant. C'est très compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le jeu, bon, comme c'est un point and click. Mais dès le début, t'es plongé Ouais, je dedans. pense que c'est un jeu de danse, donc c'est vrai que l'expliquer sans spoiler, c'est compliqué. Effectivement, on te met devant une décision, est-ce que tu dois reporter la personne, est-ce que tu dois la laisser partir sans rien dire, ou est-ce que tu décides de t'en occuper toi-même, entre guillemets. On y va plus. Ce jeu, en fait, il est ponctué de choix comme ça, et le pire, c'est que ces choix-là, en fait, ils ont donc des répercussions, mais directes sur le joueur, tu vois, c'est pas je vais choisir l'option bonne et je vais choisir l'option mauvaise que tu aperçois, en fait, quand t'as la ligne de dialogue, entre guillemets. Ouais. Et donc là, c'est vraiment, à plusieurs moments dans le jeu, je me suis rendu compte que je posais la manette et je me disais, bon, bah je fais quoi en fait?
Parce que déjà, tu as pas forcément conscience de toutes les répercussions de tes choix, mais aussi parce que tu sais que ça va avoir un effet direct sur les personnages que tu vas rencontrer, en fait. Donc il y a plusieurs fins possibles, hein, bien évidemment. Et tu dois prendre une décision en fait à la fin du jeu. Et j'ai vraiment posé la manette pendant 1 minute et je me suis dit, bah qu'est-ce qu'on fait en fait? Et j'ai adoré. Dès que j'avais fini le jeu, j'avais envie de le refaire une autre fois, tu vois, pour voir comment j'aurais pu faire différemment, etc. Mais dans le bon sens, tu vois. Pas parce que j'avais envie d'emprunter le chemin du bien, parce que j'avais emprunté le chemin du mal au début, tu sais. Ouais. Mais parce que j'avais envie de voir un petit peu comment l'architecture du jeu allait changer en fonction de mes choix, en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Ça me fait un peu penser à... Alors, je sais pas si c'est un gros spoil ou pas. Undertale, Oui, oui, ouais, totalement. que je ne ferai jamais à 100% parce qu'il y a une mécanique de gameplay pour avoir le 100% que je ne veux pas faire en fait. Sans en dire plus, ceux qui connaissent le jeu savent de quoi je parle. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille. C'est le mode génocide dont tu parles? Oui, D'accord, ouais. Bah alors moi, jamais je le ferai. bah, je comprends surtout qu'il y a des lignes de dialogue qui t'incitent à devenir non violent ou au moins qui te font culpabiliser sur tes actions. Je trouve ça génial, hein. Undertale, c'est un bijou de toute façon. De base, dans les jeux, j'essaye toujours, quand tu peux, entre guillemets, avoir le choix de te battre ou non, de ne pas le faire. Mhm. Alors après, il y a toujours ce côté... C'est vrai qu'Undertale est un peu piège parce que c'est un RPG, un petit peu quand même. Comme dans Tales of Symphonia où j'ai dégommé du loup et les cochons, sans vraiment cligner des yeux parce qu'il fallait bien que XP se fasse. On est constamment dans une dynamique de l'adversité dans le jeu. C'est difficile de concevoir un jeu sans ennemis quand tu y réfléchis. Ou du moins sans adversité. Et c'est vrai que j'avais regardé un streamer le faire au début. Il streamait autre chose que d'habitude. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et c'est vrai que quand il arrivait à la fin, lui, il avait fait en mode normal. C'est bon, il tuait 2-3 mobs et puis voilà. Et quand il arrivait à la fin, puis qu'il a vu qu'en fait, il avait le choix, mais il s'en était pas rendu compte parce qu'on nous laisse jamais ce choix-là. Et dans nos esprits, cette violence est normale en fait dans les jeux. Et je trouvais que c'était un peu dur, parce que j'aurais fait exactement comme lui, sans savoir en fait. Puis quand je me serais rendu compte que je pouvais trouver une autre solution pour, j'aurais peut-être essayé, mais peut-être que parfois je me serais dit, oh, on s'en fout un peu, y a pas de conséquences, c'est qu'un jeu, c'est que des pixels. Peut-être que je me serais pris de pitié devant quelques-uns, un Ouais. peu comme je le fais parfois dans Pokémon, quand je croise un pauvre petit ravi sauvage qui a rien demandé, Undertale, c'est un jeu qui fait réfléchir. C'est un peu son but qui aussi. fait réfléchir et qui te fait te regarder un peu en face dans ta manière de consommer en fait. Totalement, hein. Puis il a un côté très méta. Un très bon jeu. Bon, on vous a spoilé si vous l'aviez pas fait, mais... Ouais, c'est vrai. Bah moi je l'ai pas fait, je l'ai juste regardé en stream et enfin, Ouais, moi pareil. j'adore la Si vous le musique. connaissiez pas, pardon, on vous a spoilé, mais voilà. Forgotten Anne me faisait beaucoup penser à Undertale par rapport aux choix qui ont des conséquences qu'on ne voit pas, comme par exemple Undertale, où au début tu fais ton petit jeu RPG tranquille sans te rendre compte qu'en fait derrière t'es en train de tuer des petits monstres qui ont rien demandé en fait. Il y a des jeux dans lesquels un choix peut être le bon, mais tu es dans une situation qui va faire que ça peut aussi être le mauvais choix. Mhm. Comment dire? Je pense à Corpse Party, Ouais. un jeu dont je crois j'ai déjà parlé. En ce moment, je suis en train d'y rejouer en stream, donc tu as pu voir un peu de quoi il s'agissait. Dans ce jeu, donc c'est des lycéens et une de leurs profs qui sont emmenés dans une école maudite. Toi, t'as pas le choix, c'est le synopsis, t'as pas le choix de faire l'action qui va t'emmener dans cette école. Et en faisant ça, tu vois que ce choix a de lourdes conséquences. Ils sont dans cette école horrible, certains vont mourir, etc. Dans Corpse Party, le truc c'est qu'ils sont contraints à vivre ces situations-là. Et en fait, toi, en tant que joueur, tu réponds à des choses qui te tombent dessus. On te donne des choix, mais t'as pas vraiment le choix. Et tu subis la situation. Tu te rends compte au bout d'un moment que toi-même, tu n'es pas choqué de ce qui se passe. Ouais, alors que t'as des trucs horribles qui se déroulent sous tes yeux. Il y a des cadavres partout. Au bout d'un moment, moi, les cadavres, je les voyais juste faire bonjour. Bon, bien sûr, parfois tu t'émeus un peu, même beaucoup. Mais au bout d'un moment, t'es de plus en plus insensible à ça. Et c'est assez horrible, en fait, que le jeu te fasse vivre ça. Ouais, tu fais de la dissociation en fait. Comme les personnages eux-mêmes en fait. Au début, quand la première fois tu vois le jeu, c'est vrai que t'es là en mode quoi. D'ailleurs, le premier cadavre que tu vois, c'est pas du tout un tas de pixels, c'est une image Beaucoup plus graphique que la plupart du jeu qui est pixelisé. plus graphique que le tas de pixels de squelette, du squelette de donjon de Castlevania. Et c'est vrai que
Au-delà des choix que tu dois faire, comme dans tous ces jeux, et ces choix qui auront des conséquences, c'est vraiment que tu es plongé dans cette école maudite avec des fantômes, la mort partout. Alors l'ambiance est quand même assez dense, t'as peu de visibilité, il y a un contexte vraiment lourd. Et bizarrement, le fait que tu incarnes des personnages qui sont très jeunes, c'est d'autant plus dur, je trouve. Oui, d'autant plus dur, ouais, et puis même certains doivent faire face à la mort de leurs proches, et même au bout d'un moment, enfin, t'es froid, tu t'y fais. Alors, je sais pas si c'est comme j'y joue, mais que je connais déjà l'histoire, donc je connais déjà le destin de certains des personnages. Et si tu joues le jeu, entre guillemets, d'être empathique avec les personnages, etc., oui, ça peut être une expérience, entre guillemets, compliquée. Après, je trouve que la volonté première de ce jeu-là, c'est de choquer, en fait, plus que d'émouvoir. Totalement, oui. Avec plein de thématiques assez différentes. Le deuil, que ce soit dans cette école ou même avant, beaucoup des personnages ont perdu certains de leurs proches, les responsabilités, les mensonges, des familles qui t'abandonnent, le passage à l'âge adulte, les profs qui parfois s'en fichent, plein d'autres choses. T'es confronté à beaucoup de ces choses assez horribles et je sais pas pour toi, mais moi j'étais assez choquée de mon détachement. Bizarrement, je l'ai pas ressenti tant que ça, en te regardant streamer le jeu, bien évidemment. Bon, c'est différent parce que j'ai pas joué moi-même au jeu dans un contexte seul chez moi ou autre. J'ai tendance à vite ressentir de l'empathie pour les personnages qui me touchent. Donc, tu sais, c'est assez sélectif, hein. Des fois, c'est une question de moment, d'instant, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est des expériences qui me marquent pas mal et tu sais, c'est des jeux quand je peux y jouer, parce que moi, les survival horror, j'ai beaucoup de mal en fait, parce que je suis très transi par ces jeux-là. C'est assez dur. C'est des jeux que je peux pas jouer en session longue. Force partie, je me verrais pas y jouer une après-midi, tu vois. Encore plus dans un contexte de confinement 2.0, Ouais. mais bon. C'est un jeu dur parce qu'il aborde des thématiques difficiles, qui te met dans des situations horribles ou que t'as pas envie de voir, qui met des gens pour lesquels tu as une certaine empathie dans ces situations-là, enfin des gens, des personnages. Derrière, il te donne un certain côté un peu froid face à tout ça parce que je sais même pas le nombre de cadavres qu'on peut voir, le nombre de gens même qui se font tuer qu'on peut voir dans ce jeu. C'est un des messages que cherche à transmettre le jeu, je pense aussi. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu dur. T'as pas des moments où tu voulais poser le jeu, justement? Ou t'es plutôt du genre à tout vouloir faire jusqu'à la fin pour te libérer Je pense que le fait de le streamer fait que je le pose pas. Mais sinon, je pense que je l'aurais posé. La première fois que j'y avais joué, j'avais posé le jeu au chapitre 1 parce qu'il y a une scène de pendaison avec un cou qui craque. J'étais chez des amis, on jouait tous ensemble, chacun de notre côté. Et une des personnes qui était à côté de moi aimait bien faire craquer tu sais, son dos, ses mains, son cou. Et le timing a fait qu'au moment où il y a eu cette scène, que le cadavre est tombé, Oh non. avec son cou qui a craqué dans le jeu, la personne au même moment, alors qu'il ne savait pas ce que j'étais en train de faire, a fait craquer son cou. En plus, il était 4 heures du matin. Et donc là, j'ai posé le jeu et j'y ai pas rejoué. Ouais, le timing vraiment horrible. Moi, je pense à un jeu auquel j'ai joué il y a pas mal de temps. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. C'est Red Dead Redemption, le tout premier. Ah, Plus particulièrement le DLC Undead Nightmare, où tu as des zombies à affronter. En plus, c'était mon premier jeu de zombies, tu vois, parce que c'est pas trop mon truc. Je me suis dit, allez, tiens, un petit peu de nouveauté, etc. T'as une quête à un moment où tu dois partir à la recherche de Bigfoot. Genre, si tu juste un petit peu un élément de contexte pour les gens qui connaissent peu le jeu, en fait, c'est un petit peu un jeu bac à sable comme GTA où tu te retrouves, enfin les jeux de Rockstar, hein, donc tu te retrouves plongé dans un monde ouvert dans lequel tu peux faire énormément de choses en allant jusqu'à piller des brigands en pleine période de la ruée vers l'or dans des États-Unis pixelisés jusqu'à des parties de cartes à moitié éméchées et tuer tes compatriotes. Enfin bon voilà, c'est assez fun. Et il y a une quête où en fait tu dois traquer Bigfoot, tu croises plusieurs individus de cette espèce, et quand il reste plus qu'un, en fait tu te rends compte qu'il est doué de la parole et il lui dit mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites Le jeu te met carrément face à ta responsabilité en tant que joueur et de tes actions et te dit vous êtes à l'origine de l'extinction de mon espèce, je suis le dernier, etc. c'est horrible. Et là, le jeu te propose un choix. C'est vraiment horrible. Le dernier Bigfoot, il te dit maintenant qu'est-ce qui me reste, etc. Enfin, tu vois, il pose le contexte. Et t'as deux choix.
à toi. Soit tu le laisses tranquille, tu sais qu'il va avoir une vie misérable, ou soit il te demande de mettre fin à ses misères en fait. Et tu sais, moi j'étais là avec ma manette et je l'ai posée et j'ai fait qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que ça va être un truc récurrent dans cet épisode, mais je me suis dit waouh! Ah mais c'est horrible, c'est pire que Undertale, hein. C'est différent aussi parce que le jeu te met devant ce genre de choix à faire, mais là c'était vraiment brutal et un peu pernicieux parce que ça a été amené par les développeurs. Ouais, et toi tu l'as fait comme sans réfléchir comme toutes tes autres quêtes, quoi. Ça m'avait vraiment marqué. Et tu sais, ce genre de moment où tu te dis, le média repousse ses limites. Parce que c'est toi qui es dedans, en fait, c'est toi qui agis. Totalement, ouais, c'est toi qui prends la décision, hein, même si c'est par l'intermédiaire de Pixel, mais encodé. Et j'avais trouvé ça très fort à l'époque. Moi, typiquement, j'avais posé ma manette, quoi. Je savais pas quoi faire. Je me serais détestée, moi, je me serais dit, mais what? Mais comment j'ai pu en arriver jusque-là, même si ce n'est qu'un jeu? Horrible. Et je lui ai tiré dessus, du coup. Tu as tiré dessus. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de bon, il y a plus de bon choix. Il n'y a pas de bon choix, donc en fait, c'est assez Et particulier. la quête, tu pouvais ne pas la faire? Ou de pas chasser tout court les Bigfoot, en fait? Quand il te demande de faire le choix, c'est des souvenirs lointains, mais il te demande de faire le choix et après, tu reviens dans le jeu. Donc je pense que tu peux faire le choix de ne pas finir la quête. T'as un troisième choix. D'accord. Oui, mais sauf que toi, t'es dans le jeu, tu fais ta quête, un peu comme dans Genshin Impact, où on te dit va chasser les sangliers, et puis allez, on va manger ce sanglier vieux de 300 ans, et puis des fois, t'as pas le choix. Après, le truc reste dans un coin de ta tête si tu termines pas la quête dans tous les cas, donc tu vois, l'effet, il est immédiat quand même. Oh, c'est horrible. Je trouve ça vachement clivant en termes de gameplay et c'est intéressant en fait. C'est horrible et c'est très intéressant, ça, c'est sûr. Mais ne t'en veux pas, ce n'est qu'un jeu. Dans la vraie vie, t'aurais même pas chassé le Bigfoot. T'aurais dit, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille le chasser? Leave Bigfoot alone. On parlait là de la difficulté à faire des jeux par rapport à des mécaniques qui étaient sciemment utilisées pour nous faire ressentir des émotions comme la douleur ou même juste le regret. Mais parfois les jeux ont été faits mais pas du tout dans l'optique d'être difficiles pour les raisons que j'ai évoquées. Je pensais à League of Legends. Je m'attendais pas du tout à League of Legends dans ce contexte, donc c'est assez marrant. Alors je vais m'expliquer, attention. Je le présente pas vraiment. Un MOBA fait par Riot Games, voilà, point. Un MOBA, quoi, enfin, c'est rigolo, c'est travail d'équipe, tu donnes le meilleur de toi-même. Sauf que il est difficile pour plusieurs raisons. De un, la communauté n'est plus à présenter, hein, des gens toxiques, insultants, des gens qui vont parfois te dire, en le pensant, de mourir. Rien que ça, quand tu es là, tranquille, à jouer à ton jeu, que tu lis ça, tu fais d'accord. C'est une des raisons pour laquelle je ne joue qu'avec des amis et jamais avec ce qu'on appelle un pick-up, donc quelqu'un pris aléatoirement. C'est parce qu'en général, on tombe plus souvent sur des gens comme ça que sur des gens gentils qui vont dire oh, c'est pas grave ou qui vont juste te donner un conseil à la limite parce qu'au pire t'as fait une bêtise, tu donnes un conseil. Je pense qu'il y a globalement peu de bienveillance, ou du moins quand tu la trouves, t'es un peu surprise en l'occurrence. C'est ça. En général, il y a très peu de bienveillance, sûrement parce que les gens ont un orgueil, qu'ils ont besoin d'être dans le jeu, sauf que bah là derrière il y a des vrais gens. Donc c'est une des raisons pour laquelle je ne joue qu'avec des amis. Et il y a aussi ce côté, ça m'est déjà arrivé, de faire des parties. Mes premières classées, une partie normale, sauf que tu vas avoir un rang ensuite. Tu vas être bronze, fer, or. Tu peux monter dans ces rangs à force de jouer et de gagner. En général, tu les fais tout seul, mais pendant un moment, tu pouvais le faire monter en jouant en équipe. D'accord. Des connaissances de l'époque m'avaient proposé qu'on fasse mes classés comme ça j'aurais un bon niveau, parce que j'avais un niveau plutôt correct et que moi ça allait aussi, et que de toute façon c'était un jeu d'équipe, c'est important. Et donc on s'était lancé dans mes classés, mes premières classées. Et en fait, on a perdu, sur les 10 games de placement, on en a perdu 9. Pas parce qu'on était mauvais, pas parce qu'ils nous ont roulé dessus, mais parce qu'en fait, chacun des membres de l'équipe, certainement moi aussi, hein, peut-être qu'au bout d'un moment j'ai abandonné et j'en avais juste marre d'être mise de côté. En fait, chacun des membres de l'équipe ne jouait que pour soi. Le mid laner, il jouait Veigar, un personnage qui va augmenter sa puissance à force de tuer des gens et à force de tuer des petits monstres. Et donc lui, il voulait que la partie dure, parce qu'il voulait être trop fort. Il voulait avoir de grosses stats sur son personnage. Je peux comprendre, hein. Des bonnes stats, donc du coup une bonne performance notée. Voilà, c'est ça. Il a le droit, hein, mais bon. Sauf qu'en choisissant de faire ça, il n'avait pas pris en compte le fait que l'équipe adverse, elle avait une composition qui était plus forte si la partie s'éternisait, contrairement à la nôtre, à part pour son personnage.
Au lieu de prendre ça en compte, il est parti là-dedans. Et après, chacun était en fait dans sa performance individuelle. Et c'était comme ça quasiment sur toutes les parties. Ouais, donc c'est un peu du non-jeu en fait. Ce qui était de base en fait pour me faire mes classés, s'est transformé en on s'amuse, mais juste pour nous, sans penser au fait qu'on est une équipe, qu'on veut gagner, qu'on veut essayer de s'écouter, s'entraider, etc. Et c'est ce qui m'avait fait quitter le jeu pendant peut-être 3-4 ans. Ouais, j'imagine. Par déception et puis aussi la direction dans laquelle ça t'a amené. Et simplement les émotions que ça te provoquait en fait. C'était frustrant, en plus, 10 games, ça dure longtemps quoi, sachant qu'une game peut durer 40 minutes. Ah oui, quand même. C'était un jeu auquel je ne jouais qu'avec des gens que je connaissais, parce que c'était plus agréable, et là j'avais clairement pas passé un bon moment. C'est pas de la faute de ces gens-là, je leur en veux pas, je retiens, j'ai aucune rancœur ni rien. Pourquoi ce jeu-là, quand on parle de difficulté, si je résume un peu, c'est vraiment lié à ton expérience pesante en fait au fur et à mesure. Bah j'y avais plus de plaisir en fait. Ouais, je vois. Plus de satisfaction à jouer. Que ce soit toute seule ou avec des amis quoi. Aucun plaisir. Et c'est vrai que je connais beaucoup d'amis, quand tu arrives le soir, tu leur dis oh, ça te dit une partie, ils disent non j'ai joué 2 heures, ça m'a saoulé. C'est un avis assez consensuel du coup, parce que moi j'ai pas une super culture du MOBA, hein, c'est vrai, mais Mhm. même pour en regarder, je dois t'avouer que je me verrais pas faire plus de. Enfin, le format du jeu m'incite pas à forcément enchaîner les games. Après, c'est toujours rigolo, puis bon, quand t'enchaînes les parties, même si tu perds, mais que tout le monde rigole, que tu fais de ton mieux, que bon, y en a un qui rage, et à juste titre, soit il arrête et puis il va faire autre chose, soit vous arrivez quand même à vous amuser, et Oui, effectivement, à côté de ça, si t'as un bon retour. c'est agréable, même si bon, au bout d'un moment, t'es un peu lassé, parce que c'est vrai que tu perds, et puis tu te dis bon, c'est un peu saoulant, quoi, tu fais de ton mieux et tu perds comme un caca. On joue pas pour gagner, on joue surtout pour s'amuser, de base, pour moi, un jeu, c'est pour ça, quoi. Complètement. Même si gagner, c'est important. Surtout si le jeu se veut collaboratif dans son essence, quoi. Voilà, c'est ça. Un jeu d'équipe, bon, bien sûr, il faut gagner, mais il faut aussi se respecter les uns les autres. Et puis bah, mettre son orgueil de côté, c'est ça un peu une équipe, quoi. Moi, ça me fait penser à un jeu que tu as l'opportunité de jouer en coop. On en a déjà parlé au cours d'un épisode. Et je pense que ça va peut-être te surprendre un petit peu aussi, c'est Don't Starve. Ah. Ça rentre dans deux catégories du difficile pour Mhm. moi. Donc la première, c'est dans la partie solo. Bon, on en a déjà parlé, je vais pas forcément tout réexpliquer. Limite, référez-vous aux épisodes précédents, ce serait cool. Tu tentes dans un univers qui est quand même assez lourd, il y a quand même un contexte assez pesant, tu dois survivre, t'occuper de ta santé physique et aussi de ta santé mentale, des dynamiques de gameplay qui induisent du Tu stress. dois gérer tout, c'est trop stressant. Ouais, voilà. Ça induit une certaine forme d'anxiété. Moi, ce qui m'avait particulièrement marqué au début du jeu, alors j'adore l'identité graphique, hein, c'est pas du tout ça la question. C'est cette question de gestion des ressources et de survie, en fait, moi, c'est pas du tout des trucs dans lesquels j'excelle. Du coup, je me suis vite retrouvé à sauver les brindilles à la fin de ma journée, j'étais un petit peu perdu. Et le jeu demande beaucoup de connaissances de son propre mode de fonctionnement. Oui. J'en parle parce que la première partie en coopération était avec toi. Donc déjà ce côté très difficile de la partie solo parce que le jeu te demande de prendre constamment des décisions un petit peu difficiles et de gérer l'intégralité de tes ressources. Dans la partie multi, ce qui m'avait un peu rendu l'expérience difficile, c'était pas lié à la coopération en tant que telle, donc c'est-à-dire la répartition des tâches en fonction des joueurs, la communication, ça je trouvais ça super sympa, mais c'est que justement, ce qui a rendu mon expérience du jeu difficile, c'est qu'il y a une marge de progression qui est assez difficile à gravir, en fait. Oui. Plein de termes qui m'étaient pas connus, des choses qui faisaient pas du tout référence en termes de gameplay, même quand t'es un joueur initié en fait, des actions qui font pas forcément sens. Et du coup, je me suis retrouvé un peu, tu sais, perdu au milieu de tout ça. Ah non, mais je comprends, ouais. Le rythme du jeu est assez particulier, comme c'est découpé en jours et qu'une partie peut durer 30 minutes comme plusieurs heures. C'est le genre de jeu, une fois que t'as un game over, tu vas pas rempiler sur une autre Ça, partie. je suis d'accord. Et surtout que c'est un des jeux qui peut causer, je trouve, à mon sens, pas mal de frustration en fait. Ça a rendu mon expérience de ce jeu un peu lourde. Alors je sais pas ce que t'en J'ai penses. à peu près la même mission que toi, malgré mes 600 à 700 heures de jeu sur tous les Don't Starve confondus. En effet, je te comprends parfaitement de ce côté, t'es perdu, il y a une marge de progression énorme. C'est-à-dire qu'à partir du moment, même quand tu as compris la mécanique des saisons et que tu dois préparer, par exemple, quand t'es en automne, tu prépares l'hiver, quand t'es en hiver, tu prépares le printemps, quand t'es au printemps, tu prépares l'été, etc.
Même si t'as compris ça, il faut que tu arrives à gérer toutes tes ressources, à pas non plus tout consommer n'importe comment, parce que elles peuvent être limitées. Si tu détruis tous les nids d'araignées et toutes les araignées avec, t'as plus d'araignées. Et c'est fini. Un exemple un peu absurde, mais c'est ça avec le bois, c'est ça avec toutes les ressources. En général, elles sont pas illimitées si tu fais n'importe quoi. Même si c'est extrêmement stressant, comme je disais, je vais pas te mentir, moi c'est un de mes jeux préférés. Et étant quelqu'un de très anxieux, c'est vrai que ça pourrait être étonnant de se dire tiens, mais c'était temps sur Don't Starve, mais oui, il faut réussir à survivre. Ne pas paniquer devant le moindre monstre qui te saute dessus. T'es là tranquille, tu fais ta vie, et d'un coup il y a les loups qui te sautent dessus. Et hop, la nuit tombe, et là, voilà, c'est le drame. Je te rejoins surtout aussi sur quand ta partie est finie. Même quand t'as compris ce principe, avant d'avoir une situation confortable, il te faut parfois 4 saisons en fait. Je suppose que quand tu es plus habitué à jouer et que t'arrives à mieux optimiser ton temps que moi par exemple en ce moment qui reprend le jeu après 3 ans sans y jouer, tu prépares ta saison assez rapidement et t'as le temps de faire d'autres trucs. Mais moi plus d'une fois ça m'est arrivé de... Tu as tellement affronté tous les gros boss, t'en deviens presque hautain par rapport à ce monde qui, en fait, il peut te tuer un peu n'importe comment, et tu meurs comme un caca, et là, d'un coup, tu dois tout recommencer. Après, c'est du bon design pour le coup. C'est du très bon design. Parce que t'es constamment sur le qui-vive, c'est le but du jeu. Hein. Voilà, c'est le but du jeu, et moi, je trouve que c'est un excellent jeu pour ça. C'est surtout que la frustration induite par une mort un peu ridicule, ça peut être constructif pour ta prochaine tentative. Ça te rend humble, hein. Je peux te dire que quand t'as tué tous les boss, que t'as une super base, que t'as crafté limite tous les items que tu pouvais, et que d'un coup, il y a un loup qui arrive et qui te croque, et que t'es mort, tu fais « Ah !» Oui, c'est vrai, les loups. Je les avais oubliés chez les loups. Don't Starve, le jeu qui t'apprend l'humilité. Voilà, c'est ça. Et je comprends que quand tu commences, même moi je le trouve difficile, j'y ai joué il y a pas longtemps, j'ai mis 6 jours à me préparer pour l'été. Dès que j'arrivais un peu à savoir par où je commençais, on me sautait dessus pour me tuer. C'est pas hein. Comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, je panique. Je panique très facilement. Donc Binding of Isaac, contrairement à Don't Starve où tu as une petite marge de manœuvre où tu ne peux pas être précis à cause de la panique, Binding of Isaac, si tu n'es pas précis, c'est fini. Ça en fait un jeu difficile pour moi. Don't Starve, t'auras toujours des brindilles, t'auras toujours toutes les ressources, Ouais. alors que dans Binding of Isaac, d'une run à l'autre, t'auras pas les mêmes systèmes. Des fois, t'auras des trucs, mais ça sera nul. Nul. Parce que c'est basé sur la chance du coup. Binding of Isaac, alors pour la référence, on peut peut-être l'appeler Boy, ça peut être assez drôle. Boy. Et Boy, c'est ce qu'on appelle un roguelite. C'est une sorte de labyrinthe à chambre procédurale. Chaque tentative de progresser dans le monde est aléatoire. Et qu'effectivement, ça peut induire une certaine frustration parce que tu as certaines tentatives où tu vas être super bien équipé avec des trucs de dingue et d'autres où tu sens la pression, en fait, tu sens que tu vas passer un mauvais moment. La particularité du jeu aussi, c'est sa direction artistique qui est assez pesante, c'est lourd, il y a des thématiques assez difficiles aussi. Et visuellement, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus doux, on va dire. Un jeu assez atypique et qui peut induire du stress. Mettons, tu vas commencer une super run, comme je disais, tu auras tout ce qu'il faut, t'es trop content. Et là, la pression monte. Vais-je réussir? Vais-je réussir? Et donc tu paniques et tu meurs. Et après, t'as une run où t'as que du caca. La pression monte, tu paniques et tu meurs. Et moi, je l'ai trouvé difficile pour ça. Et j'ai vraiment du mal à m'y remettre parce que, en fait, j'ai atteint un stade où je ne peux plus progresser parce que je panique trop. Alors que j'adore ce jeu et j'aimerais bien tout refaire, je me suis bien amusée dessus, j'aime bien regarder des streamers y jouer, et c'est un jeu que j'adore, que je conseille, mais qui est trop difficile pour moi. Ouais, non, je comprends. Bah, alors, c'est marrant quand on arrive sur un jeu qui s'apparente au roguelite, parce que bon, moi, ça me fait penser à un jeu dont tout le monde entend parler ces derniers temps, dont toi d'ailleurs, par mon intermédiaire, c'est Hades, Ah oui. que je spoil pas trop non plus. Tu joues le rôle du fils d'Hadès, qui cherche à s'échapper des enfers. Là, je vais essayer d'en dire le moins possible parce que je veux surtout pas spoiler quiconque voudra jouer à ce merveilleux jeu de Supergiant. Donc tu cherches à t'échapper des enfers, tu parcours des chambres générées aléatoirement pour atteindre la surface de la Grèce antique.
Tout l'univers du jeu se base sur des contes et légendes de la mythologie grecque. Ça déjà moi ça m'avait plutôt attiré. Je reviens sur ce que tu disais au sujet de la panique. C'est vrai que effectivement tu vas avoir des évasions qui vont se faire plus facilement que d'autres parce que tu es plus ou moins armé pour faire face au monde dans lequel tu évolues, qui cherche par tous les moyens à te tuer, hein. C'est un jeu que j'adore, j'y passe beaucoup d'heures, mais ça c'est un autre sujet. J'ai mentionné Hades aussi parce que je le classe dans les jeux difficiles en termes de skill et d'adresse, parce que c'est un jeu qui te fait prendre des choix de manière presque constante. Le choix des chambres, le choix des armes, le choix des bonus que tu vas avoir au fur et à mesure du jeu. Au début, c'est très difficile et après tu prends le pli, donc du coup c'est super jouissif comme gameplay. Le truc que j'aime beaucoup, c'est que, alors effectivement, c'est un jeu difficile en termes d'adresse et de skill, mais le jeu est conçu de manière à ce que plus tu cherches à t'évader en fait des enfers, plus tu vas avoir de capacité à t'enfuir plus rapidement. Ah À chaque évasion, tu vas avoir soit de la monnaie. Ah oui, t'as une progression. Contrairement à Don't Starve, là, ça se facilite au bout d'un moment. Ok. C'est ça, en fait, t'as vraiment une marge de progression toute douce, mais si tu t'investis dedans, ça devient limite un moteur de gameplay en fait. Et là, contrairement à Don't Starve, quand j'ai fini une évasion, bah j'ai envie d'en faire une autre. Et des fois c'est sympa, et des fois ça dure Mais longtemps. ça, c'est cool. C'est vraiment bien conçu, et ça peut nous amener aussi à tout ce qui est considération de difficulté en termes de jeux vidéo, et comment les développeurs mettent en place des outils pour nous aider tout simplement. Dans le jeu, t'as un mode qui s'appelle le mode divin. Alors, c'est assez drôle par rapport à la référence de la mythologie grecque. En gros, à chaque évasion, tu gagnes un pourcentage de résistance aux dégâts. Hmm. Donc tu vois, c'est une petite aide, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça change ton jeu au fur et à mesure de ta progression, de manière plus notable qu'en mode, entre guillemets, normal, en fait. Et je trouve ça vraiment sympa en termes de mécanique. Ouais, bah en fait, la difficulté s'enlève avec le temps. Plus tu vas jouer, moins ce sera difficile en gros. En fait, je trouve que ça rend obsolète la notion de difficulté dans le jeu vidéo, en fait. Dans Hades? Ou en général? En particulier dans Hades, mais aussi de manière générale. Bah, de toute façon, maintenant, on essaye de plus en plus de nous donner le choix aussi parce que parfois les jeux où les difficultés sont démoniaques, des fois c'est des jeux à histoire. Ou si tu te dis mince, t'as la pression derrière qui te dit faut que je le fasse en démoniaque, sinon on va me regarder de travers et tu profites même pas de l'histoire. Moi, je trouve que ça permet aussi d'ouvrir le média à un public nouveau. Oui, on regarde souvent les casus ou ceux qui commencent le jeu vidéo comme des gens qui devraient pas... c'est pas des vrais gamers, alors que bah il faut bien commencer quelque part, hein. On a tous un jour eu notre premier jeu, notre premier raté, notre premier jeu pas fini parce qu'on n'y arrivait pas. On l'a tous vécu. Et à partir du moment où on a pris un jeu en fait, donc laissez les gens prendre les jeux. Laissez les gens commencer. Laissez les gens commencer. Et faut surtout pas essayer de normaliser des expériences de jeux vidéo comme une liste d'entrées. Si t'as pas fait tel ou tel jeu, tu vas dire que t'es un gamer. Ouais, référence à notre épisode 3. Effectivement, référence à notre épisode 3. Et aussi, moi je trouve que c'est une superbe transition pour l'épisode qu'on vous prépare la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt. Suivez EclatXP sur Instagram, Facebook, YouTube, ainsi que sur SoundCloud et TuneIn. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Oui. Et partagez-nous vos éclats d'XP.